Le système, il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère. Celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien qui, dans l'ombre, font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esseulées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Bonjour, bonjour, alors me revoilà de retour après plusieurs mois d'absence. Donc je vous prie déjà de m'excuser pour ma disparition, mais je vais revenir s'il le faut pour les raisons de cette absence en temps voulu. Ce qu'il y a d'important aujourd'hui, c'est d'analyser les événements qui se sont produits ces 8 dernières semaines. Donc on est passé à compter du 27 juin d'un drame à une tragédie. Le drame a commencé par ce début d'année avec les manifestations contre la réforme des retraites. D'accord, là le tournant que prend en fait les manifestations reste dramatique. Les syndicats, les Français, les citoyens lambda tentent de faire entendre leur voix, mais bon, que nenni, hein. Cette réforme est passée de façon très chevaleresque, je dirais. Pour les Outre-mer, le drame commence bien avant la réforme des retraites, bien avant les manifestations contre la réforme des retraites, puisqu'en novembre et décembre 2021, la Guadeloupe fait face à un soulèvement populaire de sa jeunesse et qui se solde par l'arrestation des grands frères. Et puis le drame subsiste depuis longtemps dans les banlieues aussi. Alors oui, c'est répréhensible de casser. On peut se dire, je ne valide pas effectivement les dégâts matériels qui ont suivi, on ne valide pas la violence, hein. Ceci dit, les gens ne se sont pas réveillés un matin en se disant, tiens, on n'a rien à faire, on va tout casser. Donc je pense quand même qu'il est important d'analyser les causes de cette société en pleine mutation. On est d'ailleurs là pour ça. Et c'est pour cela que j'ai décidé aussi d'aborder à travers cet épisode de reprise le thème de la désobéissance civile et incivile. Et l'objectif, là, ce sera de mieux comprendre le rapport à la communication entre guillemets en démocratie, et l'objectif ce sera ça, de comprendre, d'analyser ce qui fait aussi le rapport à la France avec elle-même. Voilà, quel est le rapport avec nous-mêmes. Donc je vous invite, comme d'habitude, à prendre une petite tasse de café, un petit peu au chocolat, un didico comme on dit chez nous peut-être, hein. En tout cas, moi, j'ai opté pour un super café de la Côte d'Ivoire et une tisane aussi détox, mais ça, je vous en reparlerai une autre fois. Allez, c'est parti, magnéto. Alors, on va commencer par définir ce qu'est la désobéissance civile. Alors moi, quand j'ai commencé à écrire cet épisode, la première phrase qui m'est venue à l'esprit, c'est « de la légalité ne découle pas la légitimité ». Alors, on va reprendre les faits, puisque c'est l'actualité qui me fait réfléchir sur toutes ces choses. On sait tous que le 27 juin 2023, la France se réveille groggy par la mort du jeune Naël, 17 ans, lors d'un contrôle de police. On est tous choqués par ces images de ce policier qui tue sans vergogne, sans sourciller. S'en suivent ensuite plusieurs jours de soulèvement populaire mettant le gouvernement dans une position délicate. À partir de cet instant, deux idéologies vont commencer à s'affronter, les pro-forces de l'ordre et puis les pro-Naël. Voilà. Et au-delà de cet événement
clairement tragique, il est important de se rappeler ce qui a mené la jeunesse à se soulever. Franchement, les gens ne se sont pas réveillés un matin en se disant ah, tiens, on va casser le supermarché d'à côté, tiens, on va brûler des voitures, tiens, on va... voilà. Il faut comprendre que moi, ce qui me fait arriver à l'écriture de cet épisode, c'est que pendant les Gilets jaunes, on n'entend pas les banlieues. Pendant la réforme des retraites, les banlieues y participent à travers leur adhésion à tel ou tel syndicat, mais on n'entend pas les banlieues à proprement parler s'embraser. Et ça, déjà, c'était pour moi une alerte, parce qu'à travers toutes ces injustices sociales, on a d'une façon ou d'une autre mis les banlieues à l'écart, mais en même temps, en discutant un petit peu avec les habitants des banlieues, les réponses étaient souvent les mêmes. On les entendait souvent dire, mais nous, on nous a mis à l'écart géographiquement, socialement, économiquement. Chacun son combat, en gros. Maintenant que ce que l'on vit, nous, depuis plusieurs générations, arrive dans l'assiette, entre guillemets, du français lambda, là, tout le monde se réveille, sauf que les banlieues ont donné l'alerte, autant que les Outre-mer, d'ailleurs. Les Outre-mer, là, on est juste des citoyens de papier. Et le traitement réalisé par les habitants des banlieues est le même que le traitement infligé aux populations ultramarines. Et par extension, c'est dans une mesure bien plus tragique, c'est aussi ce même traitement qui est infligé en Afrique, avec le système de la France-Afrique. Mais je pense que je vais faire un épisode où on va analyser tout ça. C'est-à-dire ce nouveau... j'ai envie de parler de commerce triangulaire. C'est pas un commerce triangulaire, mais c'est plutôt ces éléments tripartis, en fait, sur les mécanismes des injustices sur les minorités. Mais ça, on va y revenir, ça me donne une idée d'épisode et je pense qu'on va creuser, je vais creuser avec vous tout cela. En tout cas, c'est important, en fait, de garder tout ça en tête. Donc, au-delà de tout cela, il faut se rappeler aussi que le 19 janvier 2023 débute l'offensive syndicale contre la réforme des retraites. Et là, on voit que la désobéissance civile prend un autre tournant sous l'ère Macron. Pourquoi ? Tout simplement parce que pendant les Gilets jaunes, les banlieues ne se sont pas investies. Les Outre-mer non plus. On a essayé de rallier les banlieues, rallier les ultramarins. Les ultramarins, ils ont dit quoi ? Ils ont dit, nous, en 2009, on est en galère. On n'a pas eu tant de soutien que ça pendant le LKP, le lionnage contre la profitation, voilà. Donc là, à ce moment-là, on sent que les banlieues sont plutôt résignées. On a le sentiment que tout le monde est résigné, mais ça ne veut pas dire que les injustices ne sévissent pas. Bien au contraire, les habitants des banlieues continuent de subir des inégalités, mais en silence. Et on sait très bien que garder le silence sur ce qui n'est pas juste n'est pas toujours la meilleure des solutions. Donc, ce qui m'a amené ensuite à me pencher sur la définition, d'ailleurs, de la désobéissance civile. Donc, il faut savoir que la désobéissance civile. Donc, la désobéissance civile va naître au 19e siècle grâce à Henri David Thoreau, qui se fait incarcérer, d'ailleurs, en 1849 suite à sa décision de ne pas payer ses impôts. Oui, parce qu'aux États-Unis, si vous ne payez pas vos impôts, vous êtes incarcéré direct. Donc, cette idée lui vient alors qu'il ressent le besoin de manifester son désaccord contre la traite négrière, entre autres. Il s'insurge aussi contre la guerre américano-mexicaine qui sévit aux États-Unis. Et Henri David Thoreau souhaite aussi trouver un moyen inédit de s'insurger contre ces injustices. Et le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de ne pas payer ses impôts. Donc... Et surtout, c'est une façon pour lui de s'attaquer au financement de ces politiques régaliennes de l'État, puisque à travers la traite négrière, il attaque directement le ministère de l'économie et des finances, mais il attaque aussi le ministère de la Défense à travers la guerre américano-mexicaine. La guerre américano-mexicaine, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'est passé, à ce moment-là, les États-Unis sont dans la conquête de l'Ouest, en fait.
Et il se trouve qu'il est... Peut-être que je vais peut-être vous refaire un épisode aussi là-dessus. Alors, attendez, je note, j'ai 2 épisodes à écrire. Et donc, durant cette guerre américano-mexicaine, les États-Unis continuent leur conquête vers l'ouest et les Mexicains se font avoir par les Américains. Une guerre éclate, les Mexicains décident de résister à l'envahisseur, en gros. Et on oblige les Américains à aller se battre contre les Mexicains, contre les autochtones de l'époque, en gros. Et lui, Henry David Thoreau, estime que ce n'est pas sa guerre, que les États-Unis ont suffisamment de terre pour encore aller se mettre du sang sur les mains pour des histoires de terrain. Enfin, vous voyez où est le Mexique quand même. Vous voyez la taille des États-Unis. À ce moment-là, la conquête de l'Ouest est bien entamée. Lui estime qu'on n'a pas encore besoin d'aller assassiner des pauvres innocents pour encore en avoir plus. Voilà, je referme la parenthèse. En tout cas, ce qui est intéressant avec Henry David Thoreau, c'est que selon lui, l'État devrait se baser sur de la démocratie participative avant de prendre des décisions qui engagent le peuple. Donc il met à ce moment-là en opposition la tyrannie de la majorité, mais aussi l'intelligence de la minorité éclairée. Donc il faut savoir que le premier groupe, donc la majorité, va infuser l'idée que le nombre l'emporte toujours sur la légitimité. C'est-à-dire que si la majorité est d'accord, ça veut dire que c'est la vérité. Bon, franchement, heureusement que moi je prends des exemples en ce moment. C'est pour ça qu'on a une stratégie aussi de l'extrême droite en ce moment avec CNews, BFM TV, que la presse a été prise d'assaut par des adeptes d'idées plutôt misogynes et racistes. Là, on essaye à cause de ces chaînes, pas grâce à elles, plutôt à cause d'elles, de distiller comme une litanie le fait que les étrangers sont une menace pour la France. Bien sûr. Donc, et en diffusant cette idée comme une litanie tous les jours en continu, certains y croient. Certains y croient. Et le plus basique des Français, le plus sympathique des Français, Jean-Paul, qui travaille, qui est ouvrier, va aussi, lui, un jour, à force de le répéter, vous savez, c'est comme les chansons que vous aimez pas, mais à force de les entendre à la radio, vous finissez par les chanter même si vous les aimez pas. Et c'est exactement ce qui se passe avec ces chaînes dites d'information, puisque pour moi, il y a quasiment pas d'information. Voilà. Et puis le second groupe, qui est la minorité éclairée, va être lui pointé du doigt pour une raison simple, à savoir sa capacité à s'opposer à la majorité soi-disant bien pensante. Et moi, ça me rappelle aussi les antivax qu'on traitait de complotistes à l'époque. Et aujourd'hui, quand on creuse un peu, on se rend compte que toutes ces personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner, aujourd'hui, avaient raison. Donc voilà, et c'est à nous aussi de changer notre vision des choses et de notre rapport à l'information. Aujourd'hui, le rapport à l'information est en train de changer et c'est pour ça qu'on a vu se développer aussi beaucoup de médias indépendants, beaucoup de journalistes indépendants. En tout cas, en creusant un peu plus dans l'analyse d'Henry David Thoreau, on se rend compte qu'en tout cas que ses propos sont profondément humanistes. Pour lui, l'État déshumanise les hommes partant au combat dans cette guerre américano-mexicaine en les traitant clairement comme des armes de chair. Ouais, des armes de chair. Et de l'autre, pour lui, l'esclavage reste quand même une aberration à laquelle il ne souhaite absolument pas participer, puisque pour lui, l'exploitation d'humains n'est juste pas possible. Ce qui montre aussi que pendant cette période du commerce triangulaire, des voix tentaient de s'élever contre l'esclavage, et que là encore, la majorité a écrasé cette minorité. Alors, en réalité, il faut dire qu'on est quand même en droit de se demander réellement ce qui nous a poussé à arriver à cette désobéissance. Alors, ce qui nous mène vers un constat plutôt intéressant, c'est surtout que l'injustice structurelle est vraiment au centre de la désobéissance incivile. Donc,
Et l'injustice structurelle est surtout décrite par Iris Marion Young, qui est professeure de sciences politiques, mais aussi philosophe et féministe américaine. Donc elle nous décrit parfaitement cette problématique dans l'un de ses ouvrages, où elle définit du coup cette injustice structurelle comme étant un ensemble de processus sociaux plaçant les individus sous une menace systématique de domination ou d'une privation de moyens de se développer ou d'exercer leurs capacités, alors que les mêmes processus permettent à d'autres de dominer ou d'avoir un ensemble plus large de chances de se développer et d'exercer leurs capacités. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que cette définition, on peut clairement l'adosser au colonialisme. Donc, on peut aussi directement la relier au blocage de l'ascenseur social dans les banlieues depuis plusieurs générations, la montée de l'extrême droite en France et en Europe, la stigmatisation des communautés, mais aussi l'assimilation forcée des étrangers au nom de la sacro-sainte République, et puis bien sûr la persistance des inégalités sociales. Et puis, là où j'ai trouvé quand même que cette désobéissance incivile se cristallisait aussi dans les inégalités structurelles, c'est le passage à tabac dédié par la police de Marseille. Donc, dans la nuit du 1er au 2 juillet 2023, le jeune Eddy reçoit un tir de LBD dans la tempe. Une plainte est déposée depuis à la police et l'escalade de l'horreur commence à ce moment-là. Donc 4 policiers sont mis en examen, dont un en détention provisoire, et s'ensuit donc un mouvement de protestation de la part des policiers qui s'insurgent contre leur hiérarchie en déposant de façon quasi simultanée des rafales d'arrêt maladie. Ce qui, au passage, forcément est totalement illégal, on ne peut pas déposer de faux arrêts maladie. Et ce que les policiers oublient de préciser à ce moment de l'affaire, c'est que l'un de leurs collègues impliqué dans le passage à tabac d'Eddy a également été entendu dans le cadre d'une affaire similaire en 2018 où Maria, 19 ans, s'est fait elle aussi fracasser le crâne. Donc là, double injustice. Donc 2 poids, 2 mesures. Donc les jeunes de quartier qui se sont soulevés, pour certains, ont écopé d'1 an de prison ferme. Donc on se souvient de ce gamin qui se prend 1 an de prison ferme parce qu'on l'a retrouvé avec une canette de Red Bull entre les mains. Donc le problème là, c'est l'équité. Il faut que la justice soit délivrée de façon équitable pour chacun. Et là, on se rend compte que la justice devient un moyen de pression sur la population. D'accord ? Donc tout le monde doit être puni, mais il faut que ce qui est valable pour l'un doit être valable aussi pour l'autre. D'accord ? Et là, ces inégalités poussent à l'extrême. Alors, comment est-ce qu'on doit réagir lorsqu'un représentant de l'ordre, déjà inquiété pour une affaire similaire, conserve sa liberté sous prétexte qu'il porte l'uniforme ? Donc là, pour moi, ça on le sait, on est vraiment dans une crise de valeurs de la politique française, mais quand même, en faisant mes recherches, j'ai trouvé quand même une situation similaire qui s'est déroulée dans le passé. J'ai retrouvé l'intervention de François Mitterrand, qui à l'époque avait vécu une crise aussi avec les syndicats policiers. À l'époque, 2 policiers meurent sous les balles d'activistes d'Action Directe, donc c'était dans les années 80, donc c'est en 1983 exactement. Donc les collègues de ces policiers pointent alors du doigt le pouvoir qui, 2 ans plus tôt, avait aboli la peine de mort. Donc, au cours d'un hommage rendu à ces policiers, on se rend compte que l'hommage se transforme en manifestation. Alors déjà, franchement, le niveau de respect pour les personnes décédées. Donc, cette manifestation, en fait, au cours de cette manifestation, les policiers se rendent au ministère de la Justice en criant Badinter assassin. Donc Badinter, à l'époque, c'est le ministre de la Justice, le garde des Sceaux de l'époque. Et puis ils se rendent par la suite devant le ministère de l'Intérieur, qui est clairement le ministère de tutelle des policiers. Et là, François Mitterrand adopte une attitude de président. Voilà, il a un costume taillé pour lui, quoi. Il intègre clairement sa posture de chef d'État à ce moment-là. Et donc le président de la République de l'époque tranche en déclarant « Si certains policiers, une minorité agissante, ont manqué à leur devoir, le devoir des responsables de la République, c'est de frapper et de faire respecter l'autorité de l'État. » Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la manifestation tourne court, ça se dégrade.
il y a des échauffourées entre policiers manifestants, population, etc. Et le chef de la police de l'époque décide de ne pas intervenir pour protéger ses collègues policiers. Et à ce moment-là, Mitterrand tranche parce qu'il estime que les policiers étaient responsables de troubles à l'ordre public. Voilà, donc il y a quand même une forme de transparence à ce moment-là, et c'est ce qu'il n'y a pas en fait, c'est aujourd'hui dans le gouvernement Macron. Il n'y a personne pour trancher. Au contraire, ils sont là à aller dans le sens de cette minorité, je pense, de policiers. J'espère que tous les policiers ne sont pas comme ça, qui cherchent à prendre le pouvoir. Moi, ce qui me fait peur, c'est que à donner autant de pouvoir à cette corporation, on risque un putsch. Hein. On parle du Niger, mais je pense qu'en France, si on continue à brosser des personnes, à donner raison à des personnes qui n'ont pas respecté la loi et qui sont aussi dépositaires de la loi, je vois pas comment le pouvoir continuera de s'exercer correctement. Voilà. Alors, il faut dire aussi qu'après cela, certaines figures politiques affirment que la police française met en place des mesures antidémocratiques, puisqu'elle demande à ce que ces policiers bénéficient d'un traitement de faveur. Et ce positionnement pose question, car les personnes censées incarner les fonctions régaliennes de l'État peuvent avoir la possibilité de molester, finalement, de tabasser, voire même de tuer, sans jamais faire de la détention provisoire. Et ça nous emmène encore avec un parallèle qui se passe en Guadeloupe, avec l'affaire des grands frères. Donc Didier Laurent, qui est incarcéré depuis 18 mois, car accusé d'avoir organisé le soulèvement populaire de novembre et de décembre 2021, lui est quand même en détention provisoire depuis 18 mois. Et donc à cet instant, personne ne comprend pourquoi sa hiérarchie, et donc le syndicat local de police, qui est aussi Alliance, ne monte pas au créneau. Mais en fait, cette réponse, on l'a eue récemment, grâce à son avocate, par la voix de son avocate, Maître Bourjac, qui a lancé un communiqué. Et dans ce communiqué, on apprend qu'un des collègues de ce policier, enfin son brigadier chef, donc son supérieur hiérarchique, serait impliqué, entre guillemets, dans son arrestation, puisque compte tenu des liens intimes qu'il entretient avec... d'ailleurs, il entretient des liens intimes avec la substitut du procureur, puisque... Didier Laurent, par le biais de son avocate, a porté plainte contre ce monsieur pour l'écriture de faux documents, et la plainte n'a toujours pas été traitée. Ça fait 1 an et demi que ce pauvre monsieur attend qu'on traite sa plainte. Et entre-temps, la personne à qui inquiété a eu le temps de quitter l'île. Donc là, on est clairement dans un cas inverse d'injustice au sein même de la corporation. Donc vous imaginez, s'ils se tirent entre eux dans les pattes comme ça, qu'est-ce qu'ils feront pas au peuple, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ne feront pas au peuple. Donc ces exemples nous montrent que le système est complètement déséquilibré, que la justice sociale est inexistante, mais vraiment inexistante, et elle se fait ressentir jusqu'en Afrique. Ça, on va développer ça dans un autre épisode. Donc vous me direz donc pourquoi parler de désobéissance incivile, et puis quel est l'avantage de comprendre la désobéissance incivile dans notre système. Alors, c'est clair que franchement, je ne prône pas la violence. Moi, ce que j'essaye de faire, là, c'est de comprendre le système, d'accord ? Mais personne ne se réveille un matin en disant « je vais tout casser ». Quand quelqu'un dit « je vais tout casser », c'est qu'il n'en peut plus, c'est qu'il n'a plus de solution. C'est la réaction du désespoir, pour moi. Donc, en voulant comprendre le système, c'est vrai qu'on a souvent deux sons de cloche. Oui, les revendications sont bonnes, mais la forme peut être contestable. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais par contre, on peut qualifier ces soulèvements populaires, que ce soit en Guadeloupe ou même en France récemment, qui ont suivi la mort de Naël, de désobéissance incivile. Et c'est dans cette brèche aussi que se trouvent certains pièges pour la République. L'incivilité, pour moi, révèle aussi les mensonges de la civilité, entre guillemets. Et oui, parce que pour moi, il est évident que la désobéissance civile est bien sûr la plus appropriée pour faire plier une majorité sur un sujet. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'a fait Martin Luther King en organisant la marche de Selma. En revanche, la désobéissance incivile est capable de déstabiliser le statu quo et de mettre en lumière les incohérences du système. Donc on se rend compte
On s'en rend compte d'ailleurs dans l'affaire Wikileaks avec Julian Assange ou encore Edward Snowden, qui ont tous deux révélé des dossiers top secrets. Et ces révélations ont certes mis en danger les États, puisque c'était quand même des dossiers classés secret défense, mais ces révélations ont aussi permis de mettre en lumière les abus de ces mêmes États quant à la vie privée des concitoyens, quant à la vie tout court des concitoyens. Donc ces actes de désobéissance incivile furent clairement salutaires pour nous. Alors, concernant la désobéissance incivile aussi, elle force le peuple à prendre conscience des écarts qu'il existe entre chacun. C'est-à-dire que la République prône des idéaux qu'elle ne respecte pas compte tenu du fait qu'une partie du peuple doit sortir de ce qui est considéré comme politiquement correct pour se faire entendre. Donc on remet en cause finalement notre attachement au civisme. Et la désobéissance aussi remet en cause les règles du débat public. En tout cas, la désobéissance incivile. Et donc les limites de la bien-pensance publique, pour moi. Alors par exemple, qualifier de fauteurs de troubles ou d'éco-terroristes les militants des soulèvements de la Terre, c'est renier aussi la civilité de ceux qui luttent contre l'extinction de la planète et donc contre une forme d'immobilisme. Donc, et ça, c'est des actions qui mettent aussi en lumière le caractère mensonger des soi-disant amis du civisme. Donc, comment maintenir une unité lorsque les garants du civisme demandent à la majorité de réprimer les minorités ? D'accord ? Donc voilà, donc je trouve que la désobéissance incivile, à un moment donné, elle est nécessaire pour recentrer le débat. Parce que ce qui amène à la désobéissance incivile, c'est clairement l'absence de débat. Les jeunes des banlieues, on les catégorise, on les met dans des boîtes, dans des tiroirs et on leur dit « taisez-vous ». Je ne vous ai même pas refait l'historique du soulèvement populaire de 2005 où Ziad et Bouna se font quasiment assassiner parce qu'ils se font poursuivre par des policiers. Et ça a été déclenché, la mèche a été allumée à l'époque par Nicolas Sarkozy quand même, qui dit « je vais tous vous nettoyer au Karcher ». À quel moment sur les plateaux télé, on le voit encore aujourd'hui, on n'invite jamais des jeunes de banlieue ou des associations qui s'occupent des jeunes pour les remettre sur le droit chemin. Donc il y a clairement, pour moi, une volonté de museler les jeunes et de les maintenir dans cette pauvreté. Et ce sont les mêmes méthodes, c'est le même système qui maintient les Antilles dans cette pauvreté et qui maintient aussi l'Afrique dans cette pauvreté. Donc c'est comme si on avait les banlieues, pour moi, c'est pas... on nous parle de politique de la ville, etc. Pour moi, les banlieues, c'est simplement un bout de colonialisme sur le territoire hexagonal. C'est tout. C'est comme le Vatican. C'est comme le Vatican. Voilà, c'est un État dans l'État. Voilà. Les banlieues, c'est un État. Ce sont des États dans l'État. Voilà. Donc, pour conclure cet épisode... Je ne vais pas faire de grandes conclusions, je vais juste vous citer Martin Luther King. Je vais vous donner 2 citations de Martin Luther King. La première, « Nous avons la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes ». Et la seconde, « Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier ». Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis au prochain épisode. Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement. Si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.